Alors déjà, bienvenue à toutes et à tous. Je commence une toute petite introduction avant de laisser la parole à Monsieur Troblic. Donc, je suis Anaëlle Contrepoix, je suis conseillère environnement au sein d'Intercommunalité de France et je m'occupe principalement des sujets déchets et économie circulaire, ainsi que des sujets agriculture et commande publique. Je prends rapidement la parole pour déjà tous vous accueillir et puis vous faire une petite précision technique sur le fonctionnement de nos webinaires. Donc, vous êtes dans un format webinaire avec donc, du coup, nos participants qui sont présents. Vous allez avoir différentes présentations qui vont vous être faites. Et donc, pour la prise de parole, on aura deux temps d'échange. Un premier à la suite des deux retours d'expérience et un second à la suite de la prise de parole de Monsieur Le Sueur, donc commissaire général au développement durable. Pendant ces temps d'échange-là, on prendra vos questions. Donc, vous avez la possibilité dans votre barre d'action, disons, de lever la main. Donc, vous aurez juste à activer ce bouton-là et nous, on prendra les questions dans l'ordre qu'on les a vues apparaître. Et vous avez également un onglet Q&R, donc questions-réponses, si jamais vous avez aussi d'autres questions à poser, à noter pendant les interventions, et on les prendra aussi dans les temps spécifiques de questions-réponses. Et donc voilà, s'il y a des questions d'ordre technique aussi, n'hésitez pas à nous prévenir, à nous faire un petit message dans le chat, qu'on voit ce qu'on peut faire. Et je précise aussi d'ores et déjà donc, que cette webinaire est enregistré, donc il sera disponible au replay, et ainsi que les supports PowerPoint qu'on vous présente aujourd'hui. Voilà, j'en ai fini avec les petits points techniques. Donc, je laisse la parole à Monsieur Troblic pour se présenter et puis introduire ce webinaire. Toutes et à tous, content de vous retrouver sur ce nouveau webinaire qui prolonge le cycle qui a été proposé depuis maintenant quelques mois. Donc, je suis Laurent Troblic, secrétaire national d'Intercommunalité de France, président de la commission développement économique, qui est coprésidée avec moi sur l'enseignement supérieur par ma collègue Catherine Vautrin. Je suis président de la communauté de communes du bassin de Pompée, au nord de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Aujourd'hui, nous allons aborder l'économie circulaire dans les CRTE. Les CRTE, c'est une démarche qu'Intercommunalité de France a souhaité depuis quelques années, d'avoir cette logique de contractualisation avec une vision pluriannuelle, contractualisation qui Alors, Monsieur Troblic, je crois qu'on a un petit souci de connexion. Est-ce que je peux vous demander juste de couper la caméra pour qu'on puisse vous entendre? Ça va mieux, Anal? Oui, c'est tout bon. Voilà. Merci beaucoup. Désolé. Oui, donc je reprends. Intercommunalité de France a souhaité depuis de nombreuses années, dans les échanges avec les gouvernements, que nous puissions nous appuyer sur des contractualisations plutôt globales. Monsieur Troblic, je crois qu'on vous a perdu encore. Cette démarche. Ça va mieux là, c'est… Pour l'instant, c'est bon. Bon, écoutez, j'espère que ça va tenir. Je suis vraiment désolé, pourtant j'avais assuré cette connexion. Mais oui, je disais qu'effectivement, aujourd'hui, cette démarche peut nous permettre de décliner nos projets de territoire avec de la visibilité, plus particulièrement sur les financements. Cette démarche permet aussi de trouver un accompagnement en termes d'ingénierie à partir des services de l'État et de la NCT sur les démarches portées territorialement. C'est des éléments importants. Et il convenait également d'avoir cette agilité nécessaire pour pouvoir, dans cette souplesse, être pragmatique. Ministre de la Transition écologique, qui évoque lui aussi l'opportunité que peuvent représenter ces CRTE. Donc, ces CRTE aujourd'hui sont engagés. Nous passons
l'année 2022 est quelque part le point zéro de la démarche et de la déclinaison opérationnelle pour les territoires. Une grande partie sont aujourd'hui signés ou en cours de l'être. Il y a seules 4 intercommunalités métropolitaines qui n'ont pas engagé le travail à ce stade, mais je pense que ça va vont bientôt nous rejoindre. Il convient donc aujourd'hui, effectivement, de voir comment ceux-ci se déclinent sur les territoires et quels sont les apports réels de cette démarche. Il y a aussi, effectivement, cette transversalité nécessaire par rapport à ces projets de territoire qui, finalement, permettent de porter très clairement les politiques de développement économique, les politiques de transition écologique et d'autres politiques nécessaires, en tout cas, à l'aménagement du territoire et au développement de ceux-ci. Alors, bien entendu, il y a aujourd'hui, et c'est ce que nous souhaitons aborder, il y a le volet économie circulaire. Pour nous, il est aussi un élément fort qui complète déjà des démarches engagées sur l'écologie. Monsieur Troglic, on a de nouveau plus votre son. Veuillez nous excuser pour ces petits désagréments techniques. Désolé, je ne sais pas comment me connecter autrement pour… Vous avez peut-être la possibilité juste de ne pas vous afficher, vous, le PowerPoint, ça vous fera un petit peu moins de bande passante. Est-ce que ça va mieux quand je suis en Wi-Fi? Pour l'instant, ça a l'air. Et je vais essayer de repasser en Wi-Fi et puis sur le réseau. Oui, je disais qu'effectivement, Intercommunalité de France s'était beaucoup engagée dans la démarche territoire d'industrie. Nous avons beaucoup œuvré, y compris sur des logiques avec un travail plus particulièrement sur la problématique des friches qui a permis aussi peut-être… Monsieur Troglic, on ne vous entend toujours pas. Je vais peut-être arrêter le partage d'écran, ça fera un tout petit peu moins de bande passante. Je pense que je vais vous laisser la suite si c'est le cas, parce que c'est très désagréable quand c'est interrompu comme ça. Bon, je vais faire plus court. Donc, effectivement, voilà, aujourd'hui, l'économie circulaire nous paraît un élément important, transversal. Je pense qu'il prend en plus toute son poids dans la situation que nous vivons, plus particulièrement par rapport à la problématique peut-être localement, mais régionalement, pour y faire face. Et l'économie circulaire peut être une forme de réponse, mais elle permet aussi un levier entre le développement économique, la problématique énergétique, le soutien des nouvelles filières, la valorisation des ressources naturelles de nos territoires et la réunion des acteurs économiques et plus largement de la vie locale et territoriale. Donc, c'est ce que nous souhaitons aborder aujourd'hui. Alors, nous accueillons 3 intervenants que je remercie d'être à nos côtés, qui sont Jean-François Rochedreux, vice-président du Grand Albigeois, Christine Blettel, chargée de mission écologie industrielle et territoriale de la communauté de communes du Pays des Herbiers, et M. Thomas Le Sueur, commissaire général du développement durable, ministère de la Transition écologique. Je les remercie très sincèrement d'être parmi nous et d'intervenir dans ce webinaire. Donc, je vais proposer tout de suite que nous partagions, en tout cas dans un premier temps, les expériences des 2 territoires, du Grand Albigeois et de la communauté de communes du Pays des Herbiers, et puis que nous puissions ensuite dialoguer après la présentation de M. Thomas Le Sueur sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Merci à vous, Annelle. Merci, Monsieur Troglic. Alors, je vais laisser la main du coup à Monsieur Rochedreux pour le laisser présenter du coup son retour d'expérience de territoire et puis je vous laisse aussi partager du coup votre écran. Bonjour à tous, donc je vais aussi partager mon écran. Ok, vous m'entendez? C'est bon? Oui, c'est tout bon.
D'accord. Bien, merci de m'avoir invité à ce webinaire là pour parler un peu de notre retour d'expérience sur notre CRTE et plus particulièrement sur le volet de l'économie circulaire. Donc moi, je suis Jean-François Rochedreux, vice-président justement en charge en collecte traitement des déchets, mais surtout économie circulaire et plan climat. Alors le Grand Albigeois, c'est quoi? On est dans l'Occitanie et plus particulièrement dans le département du Tarn. C'est une agglomération qui comprend 16 communes, donc il y a une superficie relativement petite, 83 000 habitants, 209 km², et avec une ville-centre, Albi, qui représente 60% de la population. Donc, j'insiste pas là-dessus. Sur le plan économique, on a 92% des entreprises qui sont des petites ou moyennes entreprises. Donc, on n'est pas sur un territoire avec des spécifications particulières, si ce n'est que on a un tissu très diversifié d'entreprises. Bon, juste un petit point historique, puisqu'on parle de transition écologique, l'Albigeois, c'est pas très loin d'Albi. Il y a l'histoire de Jaurès et des mines, hein, donc l'histoire de l'énergie dans l'Albigeois est assez important. Donc, et c'était un peu notre axe quand on a candidaté au CTE, de dire que on a fait la transition du charbon, maintenant il faut faire la transition écologique. Alors, notre CTE, on l'a lancé en 2019. Pour avoir regardé un peu ce que les autres CTE, nous, on a souhaité être généraliste, c'est-à-dire de ne pas choisir un axe particulier ou un sujet particulier. Par contre, l'idée, c'était vraiment de faire participer un maximum d'intervenants, c'est-à-dire en particulier les entreprises, les chambres consulaires, comment on pouvait construire justement un lieu et des actions qu'on partage et qu'on fait avancer. Hein, donc, c'était un peu l'idée de nous sommes confrontés, et l'actualité malheureusement nous le démontre encore plus aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette fameuse transition qui peut s'apparenter à un combat. Hein, donc, j'avais repris une partie d'un poème de Louis Aragon, La Rose et le Résédac, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Et donc là, les blés sont sous la grêle, donc il faut qu'on s'entende pour arriver à construire cette transition et qui est un combat de tous les jours. Alors, on a défini 3 axes stratégiques. Bon, ces axes stratégiques sont assez classiques. Hein. Donc, la transition vers un bâti zéro énergie ou énergie positive, la mobilité décarbonée, et puis plus spécifiquement aujourd'hui, donc l'économie circulaire, avec le slogan d'une gestion de déchets, une gestion des ressources. Donc, l'économie circulaire est un des axes stratégiques. Hein. Donc, pour nous, c'est très important et on continue d'y travailler et de faire des actions de plus en plus importantes et suivies. Alors, en termes du contexte contractuel de l'économie circulaire dans l'Albigeois, on a un plan local de prévention des déchets ménagers assimilés de 2018. Alors, on a ce fameux CTE qu'on a lancé en 2019. Et puis, on était aussi territoire économique en ressources, donc qui est un appel à projet de l'ADEME sur la période 2018-2021. Donc, on avait bien les 3 axes avec un axe plutôt interne sur le plan local de prévention et puis sur territoire économique en ressources. Et puis, l'idée d'ouvrir un peu toutes ces choses avec le CTE. Bon, évidemment, ce CTE s'est transformé en CRTE qu'on a signé en décembre 2021. Et puis, territoire économe en ressources s'est transformé en contrat d'objectif territorial qui est en cours d'élaboration, mais on a été retenu par l'ADEME sur le sujet. Alors, c'est bien dans notre esprit, dans un esprit de continuité. Hein, notre CTE, on y a beaucoup travaillé, on s'y est beaucoup investi. Donc, le CRTE est venu rajouter des choses dessus, mais on est bien dans la continuité, notamment sur l'économie circulaire, en disant que le fait de rajouter relance ne change rien pour nous. On est bien dans cette continuité du travail qui a été commencé. Et je vous citerai quelques actions particulières sur le sujet. Et puis, de la même façon, territoire économe en ressources, on est aussi dans la continuité
de ce contrat d'objectif territorial de l'ADEME qui, en fait, nous impose dans le contrat de travailler sur le référentiel équivalent à Citergy, donc qui s'appelle économie circulaire ou transition, parce qu'ils ont changé de nom, économie circulaire. Donc avec un gros travail qu'on est en train de mener et de finaliser sur tout ce référentiel, qui est un nouveau référentiel de l'ADEME, qui est en construction, j'allais dire en co-construction. Et si personne ne m'écoute aujourd'hui, normalement, on devrait arriver à la fameuse deuxième étoile. On va pouvoir faire des pistes bleues, des pistes vertes. Voilà, donc on est très peu de territoire à le faire. Mais c'est un travail très important et je pense que c'est un sujet qui pourrait donner lieu à un webinaire ou à une rencontre. Donc voilà, donc on s'inscrit bien dans la continuité de nos actions entre le contrat de transition écologique et le contrat, le CRTE. Alors, si on regarde un peu plus en détail sur qu'est-ce qu'on a fait en termes d'économie circulaire, la majorité des actions, et c'est un peu logique, c'est des actions qui sont portées par l'agglomération. Je vous détaillerai quelques-unes tout à l'heure, mais aussi on a pas mal d'actions qui sont portées par les chambres consulaires, 5 actions, des actions portées par les fédérations professionnelles, 2 actions, par les entreprises et également par les établissements du supérieur. On a une particularité sur l'Albigeois pour une petite, entre guillemets, agglomération de 83 000 habitants. On dispose d'un tissu d'établissements supérieurs très important. Il y a une université, il y a l'école des mines, on a un lycée agricole très dynamique. Donc, c'est un point où, évidemment, il nous faut profiter de cette opportunité pour travailler avec eux. Et c'est ce qu'on fait dans tous les domaines, bon, l'énergie, etc., mais également sur le domaine de l'économie circulaire. Et on travaille notamment avec l'école des mines, mais également avec l'université et également avec le lycée agricole. Donc ça, c'est un point particulier, une particularité de notre territoire où on a cette chance de disposer de cerveaux et d'étudiants pour travailler sur tous ces sujets. Alors, maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail de nos actions. Je vous ai mis le petit document qu'on avait produit sur les actions de l'agglomération. Alors, on avait défini trois types de population, j'allais dire de population, les ménages, les entreprises et puis plutôt internes vers les communes. Voilà. Donc, le premier axe sur les ménages, le travail qui est en cours, on a beaucoup axé sur le compostage. Donc là, c'est une approche de l'économie circulaire très déchets. Comment on réduit nos déchets, voilà, avec les stop pubs, etc. Donc, une approche déchets. Juste pour revenir sur notre stratégie économie circulaire, elle est portée par les services déchets et l'économie, mais principalement par les services de déchets. Mais l'idée, c'est vraiment de l'ouvrir, justement, de sortir de cette logique uniquement vision déchets pour avoir une vision beaucoup plus ouverte et faire appel à tous les intervenants du territoire, notamment les entreprises. Ensuite, alors, dans ces actions aussi, on a la gouvernance de ce programme d'action qui est portée à la fois par l'économie et puis par le service des déchets, donc avec les vice-présidents. Alors, on a 3 vice-présidents qui interviennent dans ce sujet. Moi-même sur la partie collecte et traitement des déchets, mais on y a intégré aussi le vice-président en charge de la communication et bien sûr le vice-président en charge de l'économie. Donc, pour bien avoir tous les éléments qui peuvent nous faire avancer sur ces sujets. Alors, côté acteur économique, on a comment dirais-je, travaillé, c'est un peu l'axe qui a été le plus… Alors, je parle au passé parce que, juste pour rappeler, ce programme-là s'est terminé là en décembre 2021 et on est en train de faire un deuxième programme d'économie circulaire. Donc, on est un peu entre les deux.
Voilà, on est un peu, on a plein d'idées pour la suite, mais il n'est pas encore formalisé. Alors, juste sur les acteurs économiques, on avait fait le choix dans ces actions, donc toujours dans une approche un peu déchet, de mettre en place la redevance spéciale. Donc, l'idée, c'est que cette redevance spéciale, hein, qui consiste à faire payer des redevances en fonction du volume de déchets des professionnels, hein, que ce soit entreprises, communes, etc. Donc, évidemment, sur un programme, sur une motivation qu'on a à travailler sur l'économie circulaire, quand on est arrivé vers les entreprises, évidemment, en disant vous allez payer des taxes et des redevances, ce n'est pas toujours facile. Mais on l'a abordé sous l'angle de dire on vient effectivement diminuer notre volume de déchets, c'est très important. Vous avez les moyens de le faire. On apporte une redevance, mais on vous donne en plus du support pour justement que cette redevance soit la plus petite possible, voire qu'elle n'existe pas, parce qu'on avait fait un système qui permettait, à condition de trier ses déchets, pour une entreprise ou un professionnel de ne pas avoir d'augmentation. Hein. Donc ça suppose évidemment, mais ce n'est pas un scoop, c'est qu'il y a de l'humain derrière, il y a un gros travail, on a fait quasiment l'exhaustivité de rencontrer les entreprises, d'expliquer la démarche et puis de leur expliquer plus généralement que l'économie circulaire, ça concerne tout le monde, y compris des petites ou des moyennes entreprises, et que vous pouvez faire quelque chose sur le sujet. Donc ça, c'est plutôt une réussite parce qu'on a constaté une diminution assez importante de nos déchets, hein, 10% des OMR, donc c'est important. On est bien dans une logique positive, c'est-à-dire qu'il faut rencontrer, faire de la pédagogie, expliquer les choses, et ça c'est très important. Ensuite, eh bien, il n'y a pas que les actions, et ça c'est aussi important. Alors là, on sort du cadre strictement de l'agglomération, mais on rentre bien dans la logique du CTE qu'on avait mis en place, c'est-à-dire faire participer d'autres, se positionner comme animateur et faire participer au maximum les autres acteurs économiques, hein. La Chambre des métiers, la Fédération du bâtiment, on a des entreprises qui sont très motivées, la CEMEX, hein, qui est une entreprise qui fait de l'extraction, du sable, etc. Donc, qui a priori, sur ces sujets-là, a des choses à dire et est motivée. La Chambre d'agriculture, le lycée Font-Labour. Donc, vous voyez un peu qu'il y a des intervenants différents. Alors, dans les actions au départ du CTE, c'était encore une approche très déchet. Et petit à petit, ça a évolué, puisque dans notre programme d'action, on avait défini de faire rencontrer des entreprises pour pouvoir essayer de voir les déchets des uns sur les ressources des autres. Et là, ça a commencé à prendre vraiment une dimension de sortir un peu dans la logique uniquement déchets. Par exemple, est ressorti de nos rencontres avec les chefs d'entreprise un besoin et c'est complètement d'actualité, de groupements d'achat d'énergie. Donc là, on sort un petit peu on sort même beaucoup de la problématique des déchets, mais ce qui leur est ressorti, c'est qu'ils avaient besoin d'un groupement d'achat d'énergie. C'est ce qu'on a fait. On l'a monté et on l'a monté avec le territoire d'énergie 81, dont l'ex-SDET pour le Tarn, qui ont porté ce groupement d'achat. Et bon, ça s'est trouvé que ça a très bien marché. On a eu pas mal d'entreprises, une quinzaine d'entreprises qui ont participé à ce groupement d'achat. Et dans l'esprit de la réussite de cette action, ça nous donne un levier pour aller plus loin encore, notamment on va travailler dans le nouveau programme d'action sur les nouveaux modèles économiques. Hein, on a quelques entreprises qui sont motivées sur le sujet, par exemple, de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, là, on prend une nouvelle dimension par rapport à l'économie circulaire, juste avec l'axe déchets, vers des sujets plus globaux, comme je vous disais, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, parce qu'il y a déjà 2 entreprises sur Albigeois qui travaillent sur ces sujets-là. Alors, ces actions, donc,
si je résume un peu, donc c'est de dire que effectivement notre CTE, où on a beaucoup investi, on était très motivé sur ce CTE quand il s'est transformé en CRTE. On a souhaité quand même garder cette dynamique, parce qu'on a un comité de pilotage extrêmement actif, puisque les entreprises, les chambres consulaires, nous y participons évidemment, l'État à travers la préfecture du Tarn. Voilà, donc on se réunit régulièrement, on a des échanges réguliers, on fait intervenir des entreprises pour expliquer leurs démarches, etc. Donc ça, pour nous, c'est important. Il faut qu'on le porte et continue de le porter. Alors, ce comité de pilotage CTE, on l'a transformé en comité de pilotage CRTE. Alors, au-delà du R qui se rajoute, ce qu'on trouve, nous, un peu dommage, c'est que le fait de rassembler tous les contrats qu'on avait avec l'État, ça a brouillé un peu notre message strictement CTE. Donc, on l'a appelé CRTE, mais on veut rester quand même sur cette logique, cette dynamique CTE, parce qu'on la trouve positive. Et puis, on a évidemment la volonté politique forte de travailler sur ces domaines. Donc, notre deuxième plan d'action économie circulaire qui est en cours d'élaboration, au vu de l'expérience qu'on a eue, on le veut encore plus ambitieux, même très ambitieux. On pense qu'on a énormément d'opportunités. Alors, on va travailler bien sûr toujours sur notre partie déchets, etc. Mais on a déjà initié, notamment sur l'achat durable, des formations de tous les responsables de service, les agents sur l'achat durable dans les marchés publics, comment on peut intégrer ces sujets-là. On mène quelques expériences sur certains marchés, également sur les déchets du bâtiment, puisqu'on va construire un nouveau bâtiment pour l'agglomération. Donc, on a répondu à un appel à projet de la région, donc qui attache beaucoup d'importance aux déchets du bâtiment. Donc on prend une dimension importante et il y a une motivation politique, même du tissu économique sur le sujet qui est très importante. Alors, sur les achats durables, par exemple, dans cette formation, ça a été à la fois intéressant quand on a fait cette formation, on a fait rencontrer des services qui ne se parlent pas toujours et des services avec des problématiques différentes. Quand on parle de voirie, quand on va parler de déchets, quand on va parler d'économie, etc. Donc, on a des visions chacun, et puis l'aspect juridique du service des marchés publics. On a chacun nos référentiels, donc c'est intéressant de confronter, et c'est bien l'objet aussi de l'idée de l'économie circulaire, c'est de travailler en cercle. Donc, il faut qu'on puisse comprendre les problématiques des uns et des autres. Donc, on va expérimenter quelques marchés avec de plus en plus de critères sur les marchés publics par rapport à l'économie circulaire, avec évidemment la problématique de ne pas aller trop loin pour éviter de bloquer en fait la réponse des entreprises ou de faire augmenter le coût des marchés de façon très importante. Donc, on est un peu dans l'expérimentation, mais on veut effectivement généraliser cet état d'esprit, j'allais dire, économie circulaire. Voilà. Alors, je répète, sur le CRTE qui nous a demandé quand même un travail très important, on avait cette dynamique CTE, mais il a fallu intégrer tout le contrat, on a un contrat Action Cœur de Ville, voilà, donc réintégrer tout ça, intégrer la notion plus importante dans le CRTE de l'économie, mais on est dans la continuité et on veut conserver cette dynamique CTE qui est particulière à notre territoire et qu'on veut pérenniser. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Rochedreux. On est pile dans les temps, donc c'est parfait. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Alors, on vous laisse noter s'il y a des petites questions que vous voulez poser à Monsieur Rochedreux, mais on les prendra juste après. On va enchaîner sur le second retour d'expérience. Je vais donner la parole à Madame Blétel. Donc je vous laisse également partager votre écran et puis on vous laisse la main. Donc, bonjour à tous. Effectivement, moi, je suis Christine Blétel. Je suis chargée de mission écologie industrielle et territoriale au Pays des Herbiers, donc en Vendée. Je vais juste…
PowerPoint. Est-ce que ça fonctionne Est-ce que vous voyez bien le... Non, là, on ne voit pas. Ouais. Avec le mode présentateur, il faut inverser l'écran qui est mis en avant, je pense. Ah, Madame Lettel, je pense qu'il va falloir couper votre caméra parce que sinon, on ne vous entend plus. Il va y avoir un souci de connexion. Alors, je pense qu'elle a dû se déconnecter. Non, on vous avait perdu, désolé. Oui, il y a un petit bug, je pense. Hop. En attendant, on peut peut-être commencer à prendre quelques petites questions pour vous laisser le temps de trouver la solution. Alors, monsieur Rochaudreux, du coup, je vous adresse une ou deux petites questions que j'ai vues dans le fil de discussion. Donc, avez-vous un ou plusieurs chargés de mission dédiés et au sein de quel service? Est-ce que c'est plutôt au sein du service économie ou au sein du service environnement? Alors, on a un chargé de mission dédié à un seul chargé de mission dédié à l'économie circulaire. Par contre, dans les chargés de mission économie, il y a une partie un autre chargé de mission côté service économique qui consacre une partie de son temps à l'économie circulaire. Donc, allez, on va dire une personne et demie. Alors, le chargé de mission côté économie circulaire est rattaché au service collecte et traitement des déchets. Donc, ça, c'est... Voilà. Alors, on a une volonté de, comme on veut accélérer et puis augmenter un peu ce sujet-là, d'apporter de l'aide, parce qu'effectivement, c'est un travail et puis que ça prend des dimensions et de plus en plus importantes. Donc, effectivement, comme on le sait tous, hein, c'est l'humain qui est important. Donc, on va essayer de renforcer ces équipes. C'est un peu dans ce qu'on présentera au conseil communautaire, dans notre deuxième plan d'action, de renforcer les équipes, parce qu'on voit qu'il n'y a que ça qui marche bien et avec lequel on obtient des résultats. Okay. Merci beaucoup. Madame Blettel, est-ce que ça fonctionne de votre côté? Non, ça fonctionne toujours pas, je m'excuse. Bon. Pas de souci, sinon je vais le partager depuis mon ordinateur. Vous me direz juste quand est-ce que je dois passer la slide, c'est pas un souci. D'accord, je vous remercie. Alors par contre, en fait, moi, je ne vois pas le PowerPoint. Enfin, ça, je pense que ça vient de mon ordinateur, il y a un bug. Donc, D'accord. j'ai un écran Bon. tout blanc. Est-ce que vous m'entendez en tout cas Oui, ou... oui, oui, aucun problème. Bon, bah, très bien. Je disais, donc, la communauté commune du Pays des Herbiers, donc, c'est 8 communes, à peu près 30 000 habitants. La particularité du territoire, on a un territoire avec un tissu industriel très dense, avec une multitude de secteurs, du nautisme, de la métallurgie, de la charpente métallique, fabrication de menuiserie aluminium. Tourisme avec le Puy du Fou, évidemment. On est à 3,9% de taux de chômage au dernier trimestre 2021. Donc, c'est vrai que les problématiques du territoire font qu'aujourd'hui, en fait, on a des problématiques de recrutement très fortes, de logement aussi. Et donc, la démarche d'écologie industrielle, elle est un petit peu née plutôt de ce contexte-là, dans le sens où il y a un intérêt en fait, à développer des actions sur l'économie circulaire pour
développer un peu tout ce qui est marketing territorial, marque employeur, sans évidemment tomber dans le greenwashing. Mais c'est vrai que ça s'est présenté un peu comme un intérêt très intéressant pour les entreprises pour pallier à ces problématiques. Donc, si je reprends un petit peu l'historique de l'économie circulaire sur le territoire, le sujet a émergé dans les années 2000 déjà avec un projet de station de méthanisation qui a été monté en gouvernance partagée entre entreprises agroalimentaires surtout, agriculteurs, la communauté de communes. Et ça a été un peu le premier projet d'écologie industrielle qui a vu le jour en 2006. Et donc, à la suite de cela, en 2013-2014, la communauté de communes avait déjà répondu à un appel à projet de l'ADEME pour faire un diagnostic des flux entrants et sortants, donc EIT vraiment, sur le territoire avec une vingtaine d'entreprises. Donc, il y avait eu déjà un plan d'action de proposer qui a été en partie repris par le service développement économique. Parce que c'est vrai que mon poste, d'ailleurs, aujourd'hui, est hébergé par le service développement économique. Suite à cela, nous, au niveau des déchets, en fait, on a la compétence collecte, mais la compétence traitement et tout ce qui est prévention aussi est assurée par le syndicat de traitement des déchets départemental qui est Trivalis, et donc qui a répondu à un appel à projet de l'ADEME en 2015, zéro déchet, zéro gaspillage. Et dans le cadre de leur plan de prévention, ils avaient identifié encore une fois le bassin où se situe notre communauté commune avec les 3 communautés communes voisines comme un bassin avec un terreau fertile pour développer l'écologie industrielle. Donc, il y a une chargée de mission, en fait, un poste qui a été créé sur l'écologie industrielle déjà à cette époque-là, qui devait travailler sur les 4 territoires. Ça a permis d'initier un certain nombre d'actions et de monter une méthodologie, si bien qu'en 2019, la communauté commune du Pays des Herbiers a répondu aussi à un autre appel à projet de l'ADEME, donc économie circulaire. C'est l'ADEME, la région et l'Adréal qui ont proposé cet appel à projet dont on a été lauréat. Et donc, ça a permis de créer mon poste actuel qui est dans le cadre d'une convention de 3 ans avec l'ADEME de fin 2019 à fin 2022, et donc qui permet de lancer vraiment des actions concrètes sur l'écologie industrielle et territoriale. Au niveau de la contractualisation, on est aussi labellisé territoire d'industrie. On a signé le protocole fin 2020. Et on s'est engagé donc, dans un CRTE en 2021. On a aussi validé notre PCAET, donc plan climat, air, énergie territoriale, également en 2021, et dont un des 4 piliers est l'économie circulaire et la promotion de l'écologie industrielle. Donc, c'est devenu quand même un axe assez fort de la stratégie de développement du territoire. Pour revenir sur l'écologie industrielle, suite donc à la création de mon poste, il y a eu un diagnostic de fait sur le territoire, donc par moi-même, à partir de rencontres des acteurs économiques du territoire, mais pas que. Donc, il y a eu à peu près une trentaine d'entreprises diagnostiquées, des écoles, effectivement les partenaires institutionnels et économiques comme l'Agence de développement économique Pays de la Loire qui est assez active sur le territoire, qui accompagne les entreprises en matière d'innovation notamment. Les chambres consulaires, comme M. Rochedreux en parlait tout à l'heure, la CMA, la CCI qui travaillent sur les sujets réparateurs et éco-défis, notamment avec les commerçants et les artisans. Il y a eu aussi des échanges plus rapprochés avec les clubs d'entreprise et les associations de commerçants, si bien que donc, ce diagnostic nous a mené à conduire un plan d'action essentiellement sur 4 thématiques qui sont donc la valorisation, alors déchets, ressources, selon le point de vue que l'on choisit,
la mobilité, l'efficacité énergétique et la responsabilité sociétale des entreprises. En fait, moi, dans mon rôle, en fait, quand on l'explique en tout cas aux entreprises, c'est d'accompagner les entreprises de manière individuelle et idéalement collectivement sur leurs problématiques de transition écologique pour les accompagner plus en détail en fait sur tout ce qui est approvisionnement durable, gestion tri des déchets, valorisation en local, euh, tout ce qui est également éco-conception, économie de la fonctionnalité, de la coopération, consommation durable. Donc, ce sont essentiellement sur ces volets-là. Euh, Après, il y a aussi une partie sur la mobilité. En fait, on a une chargée de mobilité dans le service développement durable qui conçoit en fait la stratégie de mobilité sur le territoire. Et donc, moi, je suis un peu son relais auprès des entreprises pour justement mettre en place des outils sur le covoiturage notamment, parce qu'on a un territoire semi-rural où il y a une problématique très forte aussi d'accessibilité du territoire pour les salariés. On constitue aussi toujours sous le prisme effectivement euh, attractivité du territoire pour les salariés, recrutement. Il y a aussi donc une thématique efficacité énergétique. Donc l'idée, c'est d'accompagner effectivement les entreprises sur leur démarche de réduction de leur consommation. Et là, par exemple, on a lancé un programme de formation sur l'efficacité énergétique qui leur permet collectivement en fait de participer à une formation qui en plus est en grande partie financée par l'ADEME. Donc, c'est vrai que c'est plutôt avantageux pour les entreprises. Et ensuite, elle donne lieu à un accompagnement sur 6 mois par un bureau d'études qui vient en entreprise faire un diagnostic et les accompagner sur la mise en place du plan d'action. Et on a vraiment aussi voulu mettre l'accent sur les échanges entre entreprises, les rencontres, pour, pour accélérer ensuite les synergies. Donc, il y a des ateliers qui sont régulièrement organisés avec les entreprises, surtout les plus, je dirais, les plus sensibles au sujet, mais l'idée, en fait, c'est de partir des éléments moteurs pour justement donner envie aux autres après de se joindre à la démarche. Donc, il y a des ateliers en fait, de co-développement qui sont organisés en fonction des thématiques que les entreprises choisissent. Donc, il y a eu des ateliers sur effectivement l'économie de la fonctionnalité et la coopération, sur la mobilité, sur la valorisation des déchets en local. Ensuite, on a fait aussi des ateliers plus thématiques sur les déchets, notamment sur le bois, sur les cuirs et les textiles, sur les emballages. Et ce sont des ateliers en fait, qui permettent à la fois aux entreprises de se rencontrer sur ces thématiques-là, parce que même si on a un territoire rural où les entreprises ont une culture de la collaboration assez forte parce qu'elles se connaissent tous, elles n'échangent pas forcément sur ces sujets-là ensemble. Donc, il y a vraiment un gros travail d'animation en fait, à faire. Et ensuite, ce sont souvent des ateliers qui donnent lieu à des synergies qu'on n'a pas forcément même anticipées à l'avance. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que finalement, en fait, c'est une démarche qui a permis un ancrage plus fort en fait, des entreprises sur le territoire parce qu'elles sont encouragées à travailler en local. Et il y a un rapprochement aussi entre la communauté commune et les entreprises parce que, en fait, c'est avant tout une démarche d'animation. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi un moyen fort de développer des actions qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs salariés ou même d'en attirer de nouveaux, de faire des liens aussi avec d'autres acteurs du territoire avec lesquels ils n'avaient pas l'habitude de travailler. Notamment, par exemple, on a mené plusieurs projets de valorisation des matières avec un BTS qui est spécialisé dans le design de produits. Donc, ce sont des étudiants qui sont spécialisés sur tout ce qui est création, enfin, qui sont très créatifs. Et par exemple, ils ont accompagné un projet de valorisation de chutes de cuir
avec un ESAT pour en faire un jeu de société. Donc, ça a rapproché les entreprises des étudiants alors qu'ils n'étaient pas habitués à travailler ensemble. Et de même, on a même vu, par exemple, une agence bancaire s'associer à la démarche pour valoriser aussi tout ce qui est déchets de communication, notamment les plastiques souples comme les kakémonos, et travailler avec ses étudiants et les AT pour proposer d'autres produits à partir de leurs déchets. Je ne vois toujours pas mon écran en fait, donc je ne sais pas du tout où est-ce qu'on est le PowerPoint. Alors, j'ai essayé de passer en fonction de ce que vous disiez, mais là, j'avais montré le plan d'action et les enjeux pour le développement économique. J'ai montré les deux. D'accord. Alors pour conclure, en fait, aujourd'hui, la démarche donc, a permis de vraiment lancer des actions concrètes sur le territoire. Je n'ai pas tout détaillé. Il y a par exemple une matériothèque aussi qui a été développée. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est vraiment une démarche qui nous permet aussi de pousser aussi le sujet de l'innovation sur le territoire, notamment aussi avec les centres de recherche. Et donc, la suite de ce projet, toujours en contractualisation avec l'ADEME et peut-être également d'autres acteurs liés à l'innovation, ce sera de développer une partie innovation dans le poste, en fait. Donc, le chargé mission EIT sera à peu près 50% EIT et 50% innovation. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, je vais juste arrêter le partage qu'on puisse se revoir tous ensemble. Merci beaucoup en tout cas pour ce retour d'expérience. Alors, on va pouvoir passer aux différentes questions. Alors, je vais essayer de voir certaines, je crois, étaient plus ciblées pour M. Rochedreux, d'autres peut-être pour vous. Il y en a certaines, je pense que ça pourrait être commun. J'en avais vu une première pour M. Rochedreux. Donc, un ou plusieurs chargés de mission, on en a parlé. N'hésitez pas aussi à lever la main hein, si vous voulez intervenir, c'est aussi possible plutôt que dans l'espace de discussion. Alors, une question sur est-ce que les territoires rencontrent des difficultés à mobiliser de façon rapide les propositions d'ingénierie qui existent dans le cadre du CRTE, donc les accompagnements en ingénierie. Est-ce que c'est quelque chose qui pose souci dans la mobilisation? Est-ce que ça se passe plutôt bien? Alors, Madame Blettel a dû se déconnecter, je pense. Monsieur Rochedreux, est-ce qu'il y a une réaction? Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Il n'y a pas d'enjeu particulier sur le sujet. Est-ce que ça pousse particulièrement? Non. Ok, ça marche. Monsieur Trouglic aussi, peut-être si sur votre territoire, il y a des remarques particulières sur le bassin de Pompée. Oui, non, pas de remarque particulière. C'est toujours des démarches importantes et intéressantes. Comme ça a été dit, ça mobilise l'ensemble des acteurs. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, on voit effectivement qu'on a des enjeux communs. On a des enjeux forts sur la problématique énergétique. Et donc, c'est aussi une capacité à pouvoir apporter des réponses nouvelles dans cette logique-là et qui contribue finalement au développement du territoire dans le cadre de ces différents acteurs qui sont les collectivités, mais également les acteurs économiques. Donc, c'est tout l'intérêt et je pense qu'il y a, même quand il y a un fort relationnel entre les collectivités, y compris le monde économique, c'est bien de temps en temps de pouvoir poser les sujets comme celui-ci, comme le sujet qui nous intéresse, parce que on prend pas toujours le temps et de finalement faire le diagnostic, de voir quels sont les enjeux et les réponses que l'on peut y apporter. Et c'est en ça que la démarche finalement est porteuse. C'est de prendre ce temps, d'échanger, de dialoguer pour apporter des solutions. Sinon, ce n'est pas obligatoirement le sujet qui arrive souvent en premier lieu dans les échanges ou les relations que l'on peut avoir avec les entreprises. Et même si elles font réseau, il y a encore une capacité à prendre mieux connaissance des uns des autres et en tout cas des enjeux qui nous sont communs.
On avait une autre question, toujours dans le chat. Qu'en est-il de l'accompagnement des porteurs privés dans le cadre du CRTE? Donc, voilà, des acteurs privés en parallèle sur le portage de projet. Quand on parle de portage, nous, dans l'esprit, on n'a pas mis en place de portage particulier pour les actions. C'est vraiment la motivation de l'acteur économique de venir s'intégrer dans ce CRTE. C'est plus une logique d'échange. C'est-à-dire, on vient là pour échanger. Alors, le portage, si l'agglomération a porté le projet, par exemple, de groupement d'achat, alors on s'est appuyé sur le territoire d'énergie 81. Donc là c'est vrai qu'il y avait un portage intéressant. Alors, je reviens là-dessus parce que c'est vraiment a été un moment d'échange, j'allais dire, culturel entre des entreprises, donc ont leur logique d'entreprise, bien sûr. Nous, agglomération, on a été un peu le médiateur avec Territoire d'énergie 81 qui n'avait jamais travaillé avec des entreprises, mais l'habitude, la logique de travailler avec des collectivités. Alors, c'est vrai que la façon de travailler, la façon de réagir est un peu différente. Donc, ça a été une expérience intéressante de faire dialoguer des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Et même si le début a été un peu difficile dans les relations, notamment comment on aborde un chef d'entreprise ou une collectivité, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, des fois, il y a eu un peu de friction, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a permis à des gens différents, des cultures différentes de se parler et de voir que peut-être on peut aller plus loin, notamment sur ces problèmes d'énergie. Et puis après, on va parler sur les problèmes de ressources, etc. On espère d'avoir enclenché un lien qui va permettre d'aller beaucoup plus loin, puisque quand même notre idée, c'est nous voulons, et là c'est la volonté politique, réduire fortement nos déchets, développer le territoire sous la vision d'économie circulaire, c'est-à-dire de limiter nos consommations de ressources. Et puis on le voit aujourd'hui, l'actualité malheureuse nous dit qu'on pense qu'on va dans le bon sens. En effet. Merci beaucoup. Alors, je poursuis. Je continue toujours à faire des appels, mais s'il y a besoin de... Enfin, vous avez aussi la possibilité, pas forcément de poser des questions, mais si vous souhaitez faire un retour d'expérience aussi sur vos territoires, n'hésitez pas à lever la main. On vous donnera la parole aussi si vous souhaitez compléter ou expliquer un peu ce qui se passe sur votre territoire en réaction aux présentations. Ah oui, donc sur une des questions précédentes, c'était plus est-ce qu'on a du mal à mobiliser ou est-ce que c'est plutôt en fait sur les délais, car il y a une très forte demande sur l'accompagnement sur l'ingénierie. Je pense que en fait, on a déjà un peu répondu et on est bien conscient qu'en fait, il y a eu une très forte demande de tous les territoires très soudainement. Donc, je pense que c'est partagé en effet. Après, nous, on peut en effet relayer auprès de la NCT s'il y a des points plus particuliers de tension et de voir comment on peut accompagner un petit peu plus. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions aussi sur le témoignage de Madame Blétel. Je n'ai pas vu pour l'instant. Moi, je me permets, parce que je me suis noté aussi une petite question. Donc, pour Madame Blétel, donc, vous êtes chargée de mission écologie industrielle territoriale. Et donc, qui est en charge du coup du portage au sein de l'intercommunalité du CRTE sur l'équipe interne? Et comment est-ce que s'articule le travail entre services, puisqu'il n'y a pas que des actions EIT sur le CRTE, du coup, comment est-ce que ça fonctionne en interne? Oui, effectivement, le CRTE, il est beaucoup plus large, effectivement, que l'EIT. Et en fait, il y a plusieurs vice-présidents qui sont impliqués dedans parce que, en fait, on l'a axé donc, aussi bien sur les affaires sociales que sur le développement durable. Il y a un gros axe aussi sur la transition écologique au-delà de l'EIT.
Il y a aussi un axe très fort sur le développement économique, sur notamment, par exemple, la requalification de certaines zones d'activité. Donc, en interne sur les services, il est porté à la fois par les services développement économique, développement durable, affaires sociales. Donc, il y a au moins trois services qui sont dessus. Et ça a été chapeauté effectivement par plusieurs élus. Et ça a été travaillé ensemble au conseil communautaire. Donc, voilà, c'est mené de manière assez transversale. Ok, très bien. Et j'avais une autre question, si jamais. Il nous reste 2 minutes. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas dans le chat ou à lever la main. Je pense à Naël, comme ça a été évoqué, c'est vraiment des sujets qui demandent de la transversalité, non seulement dans la réflexion portée par les élus, dans les différentes compétences qui sont les leurs, mais également au travers des services. Donc, il y a un mouvement d'ensemble qui doit se mettre en place sous forme de copile ou selon les modes de gestion de chaque territoire. Mais c'est là où, effectivement, on se rend compte que nous avons des liens enfin, des modalités nouvelles de travail, je crois, dans nos institutions et nos relations, avec cette transversalité et finalement un champ beaucoup plus large de réflexion qui font avancer dans ce domaine et qui sont nécessaires en tout cas pour avancer dans ces domaines de l'économie circulaire, de la transition énergétique, parce que c'est une multitude finalement d'acteurs qui vont être amenés à intervenir, mais qui finalement, dans le recensement des besoins comme dans le recensement des solutions, montrent que finalement c'est un partenariat multiple, que ce soit au sein de nos collectivités, mais que ce soit au sein des acteurs du territoire. Ok, très bien. Ah oui, on a une dernière question. On va juste prendre celle-ci, puis après je vais laisser la parole à Monsieur Le Sueur. Dans vos territoires, donc je pense là, qui souhaite répondre, est-ce que les projets inscrits au CRTE bénéficient d'un taux d'intervention plus important de la part de l'État? Est-ce que c'est un critère de sélection pour certains des projets? Alors, de notre côté, quant à Budgeois, non. Et puis, on l'a signé en décembre 2021. Hein. Bon, donc, si je m'inscris encore une fois dans la continuité du CTE, il était clair qu'il n'y avait pas de financement particulier lié au CTE. En disant ça, je dis que c'est un petit peu faux parce qu'on a quand même un chargé de mission CTE qui est financé en partie par l'ADEME aussi. Nous, on l'a bien pris dans cet esprit. Alors, on espère toujours que le fait d'être CRTE, on soit privilégié dans nos demandes, bien sûr, de financement, mais on l'avait bien pris dans une logique de développement du territoire et pas uniquement dans l'idée d'aller chercher du financement. Madame Bettel, de votre côté? Oui, je rejoins exactement aussi ce qu'a dit Monsieur Rochedreux. C'est exactement la même chose pour nous. On avait déjà en fait des conventions, plusieurs conventions avec l'ADEME sur mon poste ou sur la mobilité et sur le développement durable et d'autres postes ont d'autres conventions aussi. Mais effectivement, on espère aussi, enfin voilà, que ça peut être un plus d'avoir signé ce CRTE. C'est noté. Bon, je pense qu'on va pouvoir passer du coup au deuxième temps d'échange, enfin, pardon, temps de présentation, pardon. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Le Sueur. Alors, donc, il n'y a pas de partage d'écran, donc je vais juste vous mettre en évidence pour tout le monde. Et donc, je vous laisse la parole pour votre présentation. Et donc, on va parler intégration des achats durables dans les CRTE comme un levier de transition écologique. Merci Madame Contrepoix. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me permettre d'assister à cette réunion, de vous dire quelques mots, mais aussi d'entendre les autres présentations et les échanges. C'est extrêmement précieux. Peut-être un tout petit mot pour vous dire ce qu'est le Commissariat général du développement durable, parce qu'il est probable que tout le monde ne connaisse pas cette direction. Donc, je suis commissaire général. C'est une direction de l'administration centrale du ministère de la Transition écologique, environ 400 personnes. Une direction de la stratégie et des études et qui a une vocation aussi interministérielle, donc assez transversale.
et qui est notamment en charge qui était en charge des contrats de transition écologique qui ont été cités à plusieurs reprises, notamment par M. Rochetreux. Donc, c'était nous qui étions porteurs de cette démarche et nous sommes conjointement avec la NCT porteurs de la démarche des CRTE. Alors, on est moins visible parce qu'il y a une logique de guichet et de structuration à partir de la NCT, mais en réalité, j'ai une dizaine de personnes dans mes équipes qui sont dédiées au territoire et qui notamment animent la communauté des territoires démonstrateurs de la transition écologique, qui est une sorte de renforcement de la dynamique des CTE, mais cette fois-ci dans le cadre des CRTE. Voilà, ça c'était pour faire un tout petit point de présentation, mais il se trouve que j'ai aussi le plaisir d'être le coordonnateur ou l'animateur, le pilote du plan national des achats durables. Il se trouve que ce PNAD a été présenté il y a 2 jours, donc je voudrais vous en dire quelques mots pour éclairer en quoi il me semble que ce PNAD et cette démarche d'achat durable plus généralement, un peu renouvelée quand même dans le contexte actuel, est à croiser, à marier, à intégrer dans les CRTE, en tout cas comme à la fois acteur, copilote des CRTE et pilote du PNAD, ça me paraît assez naturellement se rejoindre, mais justement on aura un petit temps d'échange et j'espère que nous pourrons partager là-dessus. Quelques mots donc sur le PNAD pour vous dire que c'est le 3e. Avant, on l'appelait un peu différemment, on l'appelait le Plan national d'action pour des achats publics durables, le PNAAPD. Ça ne marchait pas super bien. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. Ces objectifs étaient généreux, ambitieux, mais finalement manquaient leur cible et au résultat, on constatait qu'on n'avait pas atteint le niveau d'achat en matière sociale et en matière environnementale au niveau des objectifs. Le contexte est un peu différent. Désormais, la loi climat et résilience, a fixé un calendrier ferme d'un horizon de 5 ans. D'ici 5 ans, d'ici 2026, ça c'est ce que dit la loi, toute la commande publique, quels que soient les acteurs d'État, fonction publique hospitalière, collectivités locales, devront avoir intégré dans leur commande publique des considérations environnementales dans 100% des actes. Et dans 30%, en gros, je simplifie la loi parce que sinon c'est trop long à expliquer, mais en gros, dans les principaux marchés, il y aura aussi des considérations sociales qui seront obligatoires. C'est ça qui change tout. C'est que là où on était dans un dispositif de mobilisation et d'incitation, on bascule avec la loi à horizon de 5 ans dans un dispositif où la validité, la régularité du marché sera entachée s'il n'y a pas ces considérations sociales et ces considérations environnementales. Et le plan national d'achat durable, il vient pour accompagner cela, être la feuille de route de la mise en œuvre de cette disposition, parce que c'est très bien d'écrire des lois, mais il faut surtout qu'elles soient mises en œuvre, et pour être mises en œuvre, personne n'est de mauvaise volonté, mais enfin, c'est quand même compliqué. C'est loin d'être évident pour les acheteurs publics de pouvoir intégrer ces considérations sociales et environnementales. Ça demande de repenser pas mal de choses, et ça suppose notamment que les décideurs publics, et c'est beaucoup vous autour de cette table ronde virtuelle, qui êtes dans l'action au service des projets, ceux qui nous ont été présentés par Mme Blettel ou M. Rochetreux et ceux que vous portez, eh bien, l'achat public est une conséquence, une manière de mettre en œuvre ces orientations. Ça passe en général quand même à un moment par un achat public. Et donc, il faut aussi que les donneurs d'ordre soient sensibilisés à l'achat durable. Alors, vous, c'est plus facile parce que vous êtes souvent déjà très engagés, mais comme ça s'applique à toute la commande publique, il faut vraiment apporter à connaissance des décideurs publics. Et puis, il y a l'offre privée, parce qu'un acheteur, son stress, son enjeu, c'est que son marché, sa commande, elle rencontre une offre pertinente et pas trop chère, bien entendu. Et donc, pour ça, il faut aussi qu'il y ait une action vers les acteurs privés, vers les entreprises, pour qu'ils soient mobilisés pour faire évoluer leur offre, pour intégrer aussi ces considérations environnementales et sociales. L'achat public, c'est 200 milliards d'euros à peu près de dépenses annuelles, un peu plus ces temps-ci pour les raisons que chacun comprend, de relance et de résilience. Donc, c'est un levier extrêmement puissant.
Donc voilà, je voulais simplement commencer par ça. Ce plan national des achats durables, il arrive à un moment un peu particulier parce que notre économie se transforme, le contexte, ça a été évoqué, nous éclaire encore plus, un peu cruellement et durement sur la nécessité de cette transformation économique, écologique, plus souveraine, plus résiliente. Et ça passe par le levier, ça passe par beaucoup de leviers et beaucoup de mobilisation si j'ose dire générale, mais notamment par l'achat qui doit être plus durable. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce plan pour vous aider? Parce que là, je fais des grands mots, mais à la fin, il faut qu'il y ait des actes concrets. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce plan, cette feuille de route de mise en œuvre de cette disposition législative? Tout d'abord, 2 objectifs pour simplifier. À horizon de 2025, le plan est un peu en avance sur la loi, mais c'est pour justement la loi n'apparaisse pas comme un moment coup près, qu'on soit tous prêts dans les temps. Donc, d'ici 2025, le plan vise 100% d'achats comportant des considérations sociales et 30% des achats comportant environnementales. 100% de considérations environnementales, 30% de considérations sociales. Le plan est construit autour de 2 axes. Un axe qui est plutôt orienté vers les acheteurs et qui est pour les aider à s'emparer des objectifs du PNAD, avec tout un volet d'élaboration, de diffusion d'outils très concrets, de clauses, de retour d'expérience, de partage d'informations, d'animation de communautés ou d'auto-évaluation entre acheteurs. Évidemment, un levier de formation, un effort considérable de formation à accomplir pour que tous les acheteurs qui sont très nombreux et qui sont souvent pas à temps plein sur ces questions d'achat puissent bénéficier d'une information et des repères. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est un axe de mobilisation et d'animation, de promotion aussi du PNAD. Finalement, c'est un peu ce que je fais auprès de vous ce matin, pour que, je vous l'ai dit, les décideurs soient informés sur le fait que le contexte évolue, le contexte juridique, mais aussi ces enjeux de transition écologique qui peuvent passer par les achats. Et puis, parce que il faut aussi faire cette animation vers les entreprises pour qu'elles sachent, elles aient ce signal du fait que, parfois, vous le savez, sur vos territoires, notamment dans le témoignage de Mme Blettel, ça passe par une forme de partenariat entre les acteurs publics et les acteurs privés, une forme de vision partagée de la stratégie du territoire, de son évolution et de l'audace que peut avoir l'entrepreneur pour aller vers certaines innovations, vers une offre peut-être nouvelle et plus environnementale. C'est bien sûr le sujet qui me préoccupe le plus et plus social. Mais s'il a un signal du côté des acteurs publics sur le fait qu'il y aura de la commande publique et un soutien à cet égard, et que les deux vont se rencontrer, bien entendu, dans le cadre du respect des règles de la commande publique, mais quand même, ça se travaille, il y a des solutions qui sont proposées dans le Code des marchés publics, de la commande publique. Et bien, quand tout cela s'organise, les choses vont mieux, les choses avancent. Et donc, cet axe de mobilisation, il va aussi vers les acheteurs privés, vers les entreprises privées et les acheteurs privés, aussi parce que quand vous faites des clauses environnementales un peu rigoureuses, enfin assez rigoureuses, vous pouvez avoir un effet de propagation sur la chaîne de valeur. Pourquoi? Eh bien parce qu'il ne suffit pas forcément de demander au fournisseur immédiat, celui qui va répondre à l'appel d'offres, de faire attention à l'environnement, de prendre en compte une considération, par exemple, d'économie circulaire, pour que ce soit vraiment efficace au plan écologique et satisfaisant au regard des objectifs de politique publique que vous portez. Il faut non seulement demander que le dernier maillon de la chaîne de valeur soit conforme, mais souvent c'est intéressant de remonter cette chaîne de valeur pour que les approvisionnements eux-mêmes soient respectueux de l'environnement. Et vous voyez, là vous avez un mécanisme, c'est ce que j'appelle la propagation de la clause environnementale qui impose, mais ça peut se faire dans le dialogue, aux fournisseurs de se retourner vers ses propres fournisseurs. Et là, on n'est plus dans de l'achat public, on est dans de l'achat privé, entre personnes privées, et de dire à ses propres fournisseurs, attention, moi j'ai un client public qui me demande
de bien vérifier l'origine de mes approvisionnements pour pouvoir garantir, par exemple, que mon produit est 100% recyclable. Eh bien, j'ai besoin de certifier dans ma chaîne de valeur que tout est conforme. Et il y a donc un effet puissant que peut avoir l'achat public. Alors, ça, c'était pour vous dire un petit peu comment on était organisé, et quand même préciser que dans le cadre de ce plan, il va notamment y avoir le développement d'une offre de facilitateurs de clauses environnementales, c'est-à-dire qu'on va déployer à travers les réseaux régionaux d'acheteurs publics qui existent le plus souvent sur les territoires, eh bien les aider à développer une offre de conseils minutes. Ce sera progressif, mais on va commencer dès cette année pour permettre aux acheteurs qui se posent des questions, ont besoin d'aide, d'une orientation, d'un éclairage sur un enjeu un petit peu nouveau pour eux, et bien de pouvoir bénéficier de services d'appui et de conseils. On va voir comment ça fonctionne. On va les déployer là, je pense, à la rentrée en septembre, et puis on verra quel effet cela a, mais on est assez confiant dans le fait que c'est quelque chose qui sera très utile. Alors, je suis là pour vous parler aussi des CRTE, parce que là, pour l'instant, je vous ai parlé du plan d'une façon générale. Pourquoi je crois que c'est extrêmement convergent avec les CRTE. Je veux d'abord remercier les témoignages qui sont intervenus, parce que je trouve qu'ils montrent bien à quel point cette mobilisation d'acteurs locaux dans un territoire pour développer une écologie territoriale, pour prendre en compte des enjeux comme celui de l'économie circulaire, ce sont des démarches qui sont efficaces. Les témoignages nous le disent, les choses ont changé, la réalité a changé. C'est ça dont on a fondamentalement besoin. Ce n'est pas de faire des plans comme j'en vous en présente un, c'est bien qu'au bout du bout, eh bien, sur le terrain, eh bien, l'économie se transforme, les pratiques se transforment, les comportements évoluent pour être plus résilients. Et quand on a créé les CRTE, on a eu un débat, je vous partage, avec notamment le ministère de la Cohésion des Territoires. Nous, comme acteurs ministère de l'Environnement, on était incités et on avait un peu la tentation de prévoir des éco-conditionnalités et de dire, bah, tiens, dans les CRTE, est-ce que les financements qui arrivent, que ce soit des financements de la NCT, des CID, des ETR, ou bien des financements dans le cadre du plan de relance, est-ce qu'ils ne devraient pas avoir une éco-conditionnalité et être subordonnés à la garantie qu'ils vont être utilisés, ces crédits, en tenant compte des enjeux environnementaux? Vous voyez comme c'est séduisant de se dire, tiens, on va mettre une garantie. On y a renoncé en se disant que c'était trop complexe et trop contraignant, et que surtout, l'achat durable était un vecteur bien préférable. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien que ces crédits qui vous arrivent, mais également les ressources que vous mobilisez sur vos territoires dans le cadre des CRTE, et dans la perspective où de toute façon, il faut se préparer à horizon de 5 ans à devoir avoir des marchés qui intègrent à 100% des considérations environnementales, eh bien, c'est vraiment le CRTE un vecteur où on peut essayer de s'entraîner, de progresser, d'étendre progressivement cette logique de l'achat durable dans les achats, parce que ça peut contribuer à nourrir et à renforcer la dynamique transition écologique du CRTE. Alors bien sûr, le CRTE, il n'est pas 100% transition écologique, ça a été dit, c'est même une source parfois de complexité peut-être, parce qu'il y a d'autres contrats qui peuvent être intégrés, mais en tout cas, toute l'ambition environnementale d'un CRTE, elle a vocation aussi à s'intégrer, je pense, dans les achats publics, et donc de s'inscrire dans la logique du PNAD. Parce que ça a été dit, je ne fais que le répéter, tout ça, c'est une stratégie globale. Ce n'est pas un contrat qui est juxtaposé avec d'autres démarches. L'ambition de la transition écologique, de la transformation écologique, c'est bien à la fois de faire évoluer les entreprises, évoluer les modes de vie des habitants, évoluer évidemment l'action publique elle-même, et tout ça avec la progressivité qui est nécessaire aux transformations, et puis en préparant aussi un avenir qui soit plus résilient. Donc je crois que l'achat durable est de ce point de vue une manière plus souple et plus pertinente d'intégrer la transition écologique
dans les CRTE et dans l'action qui est portée à travers les CRTE. Et voilà, je ne voudrais pas être beaucoup plus long parce que je suis très intéressé par les échanges et les questions que vous pourrez avoir. C'est pour moi très précieux d'avoir un contact plus direct comme ça avec vous. Je suis au fin fond d'une administration centrale, en haut d'une tour. J'essaye de venir un petit peu dans les territoires, mais je n'y vais pas suffisamment, donc je veux vraiment profiter de ce temps d'échange. Je vous dis juste un mot qui peut concerner certains d'entre vous. Il y a un outil qui s'appelle les SPASER, un outil de planification de programmation des achats des responsables. Et cet outil qui a été pris en main par un certain nombre de collectivités, mais on a calculé que c'était plutôt que 20% des collectivités concernées qui s'en étaient emparées, eh bien ce SPASER, qui pour nous est quand même un outil intéressant, eh bien on l'intègre dans le pilotage du PLAD, et donc on aura aussi une offre d'appui pour les collectivités concernées sur la mise en place de ces SPASER qui devraient en plus être étendus à un plus grand nombre de collectivités. Voilà, mais c'est juste une information au passage, et je m'en arrête là. J'espère que mon propos n'a pas été confus, et en tout cas, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Alors, je vais juste faire un affichage en galerie pour qu'on puisse tous se voir. Hop là. Voilà. Alors, ce que je vois… Ah oui, je vois une première question. Pourriez-vous épeler le dispositif? Donc, le SPASER, c'est S-P-A-S-E-R. Oui, et ça veut dire… Oui, pardonnez-moi. Vous voyez comme je suis un technocrate. Vous avez tout à fait raison. Ce sont les schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. Il y a tous les mots, mais à la fin, on dit SPASER et on ne sait plus ce que ça veut dire. Donc, vous avez tout à fait bien fait de me reprendre. Très bien. Alors, est-ce qu'on a déjà des réactions entre intervenants sur ce que vient de nous dire monsieur Le Sueur? Allez-y, Oui, Anaël, j'en ai une première. Merci, monsieur Le Sueur, de cette intervention fort intéressante, parce que moi, je suis sur un territoire où on a créé une cellule d'achat public à l'échelle intercommunale qui est aussi utile pour les communes. On est souvent en groupement de commandes. J'avais souhaité effectivement qu'on aille un peu plus sur cette logique environnementale, sociale dans le cadre de nos achats publics. Vous nous offrez aujourd'hui une porte intéressante dans l'accompagnement, et je vous en remercie. C'est important. La question qui me vient, c'est effectivement cet accompagnement lié aux collectivités territoriales, fort importante, mais on se rencontre souvent sur un certain nombre d'achats publics. Je vais vous donner un exemple tout simple. De la difficulté, par contre, finalement, des réponses dans cette organisation. Vous l'avez dit, on passe souvent par des gens qui finalement répondent avec des sous-traitances derrière sur un certain nombre de domaines où effectivement on n'a pas obligatoirement une clarification de la provenance de la matière première. Et puis il y a souvent une organisation qui n'est pas au travers des acteurs privés organisés pour apporter des réponses telles qu'on les attend dans nos collectivités. Un exemple tout simple, nous avons créé une cuisine centrale depuis un certain nombre d'années, enfin quelques années maintenant, pour répondre, que nous gérons en régie pour répondre à la problématique de la restauration scolaire. Nous avions engagé très rapidement la volonté de s'appuyer sur les filières courtes, la filière bio. Donc, on avait quelque part devancé la loi Egalim. Et ce que je remarque aujourd'hui, c'est que finalement, on a une forme de frein parce qu'en face, le monde agricole n'est pas obligatoirement toujours organisé pour pouvoir apporter une réponse. Alors, il y a des réponses à l'achat individuel, aux AMAP, mais aux réponses collectives, ce n'est pas toujours obligatoirement le cas. Un autre exemple très rapide, c'est sur les travaux d'eau et d'assainissement. Vous savez, je suis dans le territoire à côté, à 20 km, il y a Pont-à-Mousson SA.
qui fabriquent toutes les canalisations. Nous, quand on fait des travaux d'assainissement ou de réseau d'eau, on passe par finalement des entreprises de travaux publics qui vont répondre à notre attente. On ne sait pas obligatoirement d'où viennent la fourniture des tuyaux qui sont mis en place. Et dans ce cadre-là, effectivement, on se rend compte qu'on a une forme de frein à une volonté aussi de s'impliquer fortement dans cet achat durable, y compris qui soutient l'activité locale. Et donc, on n'a pas obligatoirement toujours les clés et finalement, on a une forme de dépendance qui nous semble être pour nous une forme de frein à cette démarche. Donc, ma question, si je peux me permettre, c'était de voir quelle était l'action que vous souhaitiez, y compris porter dans cette démarche-là auprès des acteurs privés, auprès finalement des grandes structures pour que justement elles accompagnent aussi dans leur organisation la réponse auquel nous, aujourd'hui, on souhaite avoir accès. Merci, vous posez un point capital. C'est toute une transformation de notre économie qui s'opère. Et il faut qu'elle se fasse à un rythme qui soit à la fois soutenu, parce que les enjeux sont là, mais en même temps, elle ne se fait pas en un claquement de doigts. Et c'est tout l'enjeu de ce PNAD. C'est pour ça que j'ai changé le nom, et pas se limiter à l'achat public, mais bien engager les acteurs privés. Alors, comment faisons-nous ? Bien, d'abord en disant que c'est un enjeu du sourcing, comme on dit en langage un peu technique, pour les acheteurs, c'est-à-dire dans le dialogue, de faire passer le message qu'on a besoin d'aller vers des dispositions comportant des considérations environnementales et sociales. On n'a pas dit que les considérations environnementales, c'était des clauses absolument parfaites de zéro carbone ou de choses comme ça. Les considérations environnementales, ça peut être relativement léger, si je puis dire, mais ça crée une dynamique, ça crée un mouvement. Maintenant, d'une façon plus nationale ou plus centrale, il y a également, bien entendu, tout un ensemble de travaux de transformation de l'économie qui sont engagés, par exemple à travers les stratégies de décarbonation, à travers les appuis du plan France Relance et France 2030 désormais, à travers la norme, à travers aussi l'affichage environnemental, qui est aussi d'ailleurs piloté par le commissaire général, où nous allons, la loi nous prévoit, c'est l'article 2 de la loi climat et résilience, prévoit une extension progressive des dispositifs d'affichage environnemental. Or, l'affichage environnemental, il suppose justement de connaître la provenance de la matière, la manière dont les produits ont été fabriqués, et à la fin, il donne une information au consommateur. Donc, le consommateur, c'est aussi la collectivité, c'est aussi l'acheteur public. Donc, tout ce mécanisme qui est européen, aussi de renforcement, alors c'est vrai de certaines contraintes, mais qui sont des contraintes au service de la transparence et de la capacité de chacun à faire de son acte d'achat, qu'il soit public ou privé, eh bien, un levier de la transformation, et où finalement tout le monde est gagnant, parce que vous avez raison, hein, si vous êtes seul, ça ne fonctionne pas. Si vous allez chercher des tuyaux et que vous êtes seul à vouloir des tuyaux plus responsables, ça ne marchera pas. Mais inversement, si Pont-à-Mousson fait des tuyaux super responsables, un peu plus chers, parce que souvent c'est un peu plus cher quand même, il ne faut pas se raconter l'histoire, eh bien que personne ne les achète, il aura perdu son investissement. Donc tout le monde a besoin de cette confiance réciproque. Et la loi, en créant cette obligation à horizon de 5 ans, elle nous donne un signal collectif. Et le plan, eh bien, il vise à avoir cette mobilisation qui va avec, mais tous les leviers ne sont pas dedans. Encore une fois, la norme et les soutiens financiers à la transformation des modèles économiques des entreprises se fait en parallèle. Je ne vous dis pas que ça va être facile et qu'on va tout réussir, mais il y a vraiment une dynamique qui, à mon avis, peut faire écho à parfois des situations qui sont un petit peu difficiles à faire évoluer dans le cadre de vos CRTE et de vos territoires. Et ces signaux doivent pouvoir vous aider à insuffler une dynamique plus soutenue encore. En tout cas, moi, je suis optimiste. Est-ce que je peux me permettre de poser une question? Oui, bien sûr. Et puis après, on a aussi des questions dans le chat. Mais allez-y, monsieur Rochedreux. Rapidement, pour aller dans le sens de ce qui vient être dit, on a fait, nous, un marché de voirie où on a introduit des notions d'émissions de CO2. Et il y a besoin, mais ça va se mettre petit à petit en place, de référentiels, en fait, puisque les entreprises ont répondu
j'allais dire un peu certaines en faisant un peu du greenwashing, en se disant, bon, ça c'est pour faire plaisir, on met juste… mais il y en a d'autres qui l'ont pris plus au sérieux et qui ont essayé d'analyser correctement leurs émissions sur un marché de voirie. Donc, il y a besoin de prise de conscience des entreprises privées que, effectivement, mais, le message qu'il vient de nous dire va être ça, c'est que ça va être un élément important de choix. Bon, évidemment, il y a des problèmes toujours de prix, mais ces éléments environnementaux vont devenir des éléments importants et critères d'élimination si on n'y fait pas attention quand on répond à un appel d'offres pour une collectivité ou pour un l'État ou à une sphère publique. Voilà. Exactement, mais vous dites, vous avez dit l'essentiel et vous allez être accompagné indirectement parce que les contraintes d'affichage et d'information sur les produits vont augmenter très substantiellement au fur et à mesure. Et donc, ces grilles de référence, cette capacité à évaluer et à éviter le greenwashing vont se renforcer. Elles ont déjà commencé, mais ce n'est pas tous les secteurs en même temps, et notamment sur les équipements électroniques. On a maintenant un indice de réparabilité, on aura un indice de durabilité dans quelques mois. C'est vraiment des choses que vous pouvez voir, même dans votre vie quotidienne, les choses évoluent. Mais il reste des choses à faire, et on va les faire ensemble. Alors, on a aussi… J'ai vu une question sur la Oui. proximité, c'était peut-être ça que vous Alors, vouliez il y a une avant, mais oui. Alors, il y en aura allez. deux qui sont sur la proximité, enfin qui se rejoignent. Une première juste avant, sur la question de savoir s'il y aura des guichets également au plus près des acteurs, notamment dans les DOM, en Outre-mer. Très bien, merci beaucoup, très important. On construit le dispositif en ce moment. J'ai des rencontres avec un certain nombre d'acteurs la semaine prochaine. En fait, moi, je n'ai pas la capacité à déployer des offres d'appui partout et à une échelle qui serait la vôtre, et puis ça ne serait sans doute pas pertinent. Donc, on fonctionne par une logique de mobilisation et de partage entre pairs avec une plateforme qui s'appelle Rapid, RAPPID. Je me mélange un peu dans les lettres, pardonnez-moi. Qui est ouverte aux acheteurs pour que justement il puisse y avoir des échanges et du partage d'informations et d'outils. Et puis des réseaux régionaux d'acheteurs qui sont déjà structurés. Alors, quand ils sont déjà structurés, et donc là, je n'ai pas la réponse à la question sur les DOM, je ne suis pas sûr qu'on ait des réseaux dans tous les DOM. L'idée étant que peut-être on puisse susciter l'émergence de ces réseaux. Et s'ils émergent, on s'appuiera dessus et je pense que ce sera une bonne chose. Et donc, je ne peux pas répondre de façon totalement affirmative à l'instant présent, mais en tout cas, ça fait partie de notre ambition parce que c'est nécessaire. Ok. Et donc, vous l'aviez vu aussi également des questions sur les questions de proximité et l'évolution ou non du code de la commande publique pour pouvoir le permettre. Alors, on fonctionne à droit constant, donc la clause de localisme n'est pas aujourd'hui autorisée, mais tout de même, le développement et l'obligation d'avoir des considérations sociales à terme, et environnementales à terme et largement sociales, peut quand même être un levier assez puissant pour faire qu'on ait une économie qui soit en avance sur l'économie d'autres pays, quand on est à l'échelle d'achats qui peuvent se jouer entre national et international. Après, au sein du territoire national, je pense que c'est un peu plus délicat, mais par exemple, les questions de carbone, de modalités de transport peuvent faire l'objet de clauses, de mentions, et du coup, contribuer en tout cas à faire qu'il y ait moins de transport dans les achats et donc finalement favoriser le local. Mais je ne peux pas vous dire qu'on a le droit de dire j'exige que le fournisseur soit à moins de 50 km de mon territoire ou soit présent sur mon territoire. Ça reste contraire à la liberté de commerce, à la concurrence et à ces choses-là. Mais croyez-moi, entre ça qui serait confortable, mais peut-être pas idéal économiquement, parce que ça aurait quand même des contre-effets, et puis le système tel qu'on l'a connu pendant très longtemps, on a vraiment des marges de manœuvre et qu'on a envie de mobiliser ensemble, notamment parce que l'enjeu de la résilience va trouver de plus en plus de place et se procurer des produits lointains, c'est en fait, on n'en avait pas vraiment conscience, mais en fait, c'est créer plein de vulnérabilités dans notre économie et c'est ce qu'on commence à constater avec
avec douleur. Bien. Alors, il y avait aussi une question sur le BTP. Tuc, tuc, tuc. Mais on reboucle aussi sur la question de la provenance et des matériaux. Donc, on y a répondu. Alors, si on n'a pas d'autres questions, je vois qu'on arrive au terme du temps qu'on s'était accordé. Si M. Trogley, vous souhaitez conclure en quelques mots ce webinaire, je vous laisse la main. Oui, merci, Anaëlle. Déjà, merci à nos intervenants pour effectivement l'échange sur l'expérimentation de leur territoire. C'est toujours important et c'est toujours quelque chose qu'Intercommunalité de France souhaite promouvoir, comment nous faisons des échanges d'expérimentation parce que ça permet à d'autres territoires qui souhaitent s'intégrer ou s'engager dans ces démarches de trouver des clés d'entrée ou en tout cas des pistes de réflexion. Merci à Monsieur Le Sueur de son intervention. Je pense qu'elle est importante, elle arrive bien à propos dans notre logique, y compris d'achat public. Nous sommes maintenant très souvent, enfin, généralement, même majoritairement, dans le cadre d'un achat public au mieux disant et pas au moins disant. Donc, on est bien sur une volonté, pas obligatoirement de toujours être sur le coup, mais bien sûr d'autres logiques. Et les logiques que vous avez exprimées rentrent pleinement dans cette démarche. D'ailleurs, je pense que il faudra qu'on en parle à l'échelle au conseil d'administration. Ça serait intéressant qu'effectivement, lors de notre prochaine convention à Bordeaux au mois d'octobre, il y ait un atelier sur cette démarche-là. Je pense que ça serait attendu par nos territoires et je pense que ça serait en tout cas une bonne chose de pouvoir continuer sur cette réflexion et ces échanges plus particulièrement par rapport à la démarche portée par M. Le Sueur dans ses fonctions auprès de Mme la ministre. Donc voilà, merci encore de ces interventions. On voit bien que c'est des sujets qui nous intéressent fortement, qui sont d'actualité, qui même voire pour différentes raisons, on l'a dit, même la problématique de la proximité, rien que le coût du transport risque d'apporter une réponse à lui tout seul. Mais néanmoins, nous savons et nous avons besoin de retrouver au travers de nos ressources des moyens pour aller de l'avant, qui sont partagés entre collectivités territoriales, mais également acteurs privés. Il y a une vraie, moi je pense qu'il y a un vrai sujet qui est dans notre problématique énergétique, y compris en termes de dépendance, et l'économie circulaire peut apporter un certain nombre de réponses territorialement, et c'est donc tout naturellement que les territoires s'en préoccupent et s'y investissent, comme nous l'avons vu chez nos deux collègues dans le cadre de leur expérimentation. Donc, merci encore à toutes et à tous pour vos interventions, votre présence et bien à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci et bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.